Bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'être ici. Merci à Planète Finance et au Havre, à la ville du Havre de nous accueillir. Donc, ce slide est un peu frappant. Pour nous, le plus gros marqueur de ce 21e siècle, le marqueur de ce début de siècle en tout cas, c'est la succession de crises violentes, qu'elles soient alimentaires, énergétiques, climatiques, mais aussi financières, économiques et de l'emploi. La biodiversité est menacée. On a connu une accélération de l'émission de CO2, une flambée des prix de matières premières, agricoles, énergétiques, et les instabilités sociales causées par cette crise financière, économique et de l'emploi sont graves. Alors la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un point commun, finalement, à toutes ces crises, qui reflèterait un problème profond, caché, même si d'apparence, ces crises ne sont pas liées entre elles. Et si on vous disait que le coupable était le temps, ou plus particulièrement, notre approche au temps. Notre approche au temps quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de financer l'économie, quand il s'agit de gérer les entreprises. Et le capital, essence du capitalisme, lorsqu'il est impatient, ne peut que conduire à des entreprises qui sont elles-mêmes ensuite axées sur le court terme. On l'a abordé tout au long de la journée, on a effleuré cette notion de temps, mais un proverbe africain qu'on aime bien et qui reflète assez justement cette situation. C'est les Occidentaux ont tous une montre, mais n'ont jamais le temps. Alors, ça se reflète comment? Au niveau du marché boursier américain, la durée de détention moyenne d'une action est passée de 9 ans dans les années 60 à 5 ans dans les années 80 pour passer à moins de 5 mois aujourd'hui. Le trading hyper rapide dit de haute fréquence est passé de l'exception à la règle. Détenir une action pendant quelques secondes ne choque plus. 70% du marché action américain est le fait de ce trading haute fréquence. Et quand ce capital devient impatient, il contamine le monde de l'entreprise. À titre d'exemple, la durée de vie moyenne d'un PDG est passée de 10 ans en 1995 à 6 ans aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une répercussion du capital vers le business, vers le monde des affaires, vers le monde de l'entreprise. Combien de projets rentables, de projets créateurs d'emplois, de projets durables ont été sacrifiés au titre de la pensée du marché, au titre de la pensée des analystes financiers. Pourtant, les vrais besoins sont à long terme. Vous voyez cette photo qui représente le blackout qu'a connu l'Inde il y a quelques semaines, 600 millions de personnes touchées pendant plusieurs heures, des hôpitaux ralentis, une industrie et des transports bloqués. Alors, ça peut paraître lointain, mais on a évoqué ce matin avec M. Chérec une société informatique qui avait sous-traité un bout de sa fonction ressources humaines à 10 000 km. Il s'agit probablement de l'Inde. Donc même les entreprises européennes et américaines peuvent être affectées par ce type d'événement. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que pour fonctionner correctement, une économie a besoin d'infrastructures stratégiques, adéquates. Et il faut financer ces infrastructures stratégiques adéquates. Et pour vous donner une idée du challenge et du défi qui nous attend, pensez que la Chine devra construire tous les 2 ans, d'ici à 2030, une ville de taille équivalente à celle de New York. L'Inde devra construire tous les ans une ville de taille équivalente à celle de Chicago. L'OCDE a estimé que les besoins mondiaux en termes d'infrastructures d'ici à 2030 représentent 50 000 milliards de dollars, 50 trillions, soit environ 20 ans de produits intérieurs bruts, de production intérieure brute française. Si on prend l'Union européenne, sur les 10 prochaines années, il faudrait investir 3,5% du PIB, soit 2 000 à 3 000 milliards de dollars, juste pour maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans des secteurs liés à l'infrastructure, tels que les transports terrestres, les télécommunications, etc. Si on rajoute à cela le défi du changement climatique, l'Agence internationale pour l'énergie estime qu'il faudra rajouter 45 000 milliards de dollars supplémentaires d'ici à 2050, soit 1 trillion de plus à financer par an pour assurer la transition à l'économie verte et lutter contre le réchauffement climatique. Transition d'autant plus importante que nous sommes dans un monde où l'accès aux terres arables et à l'eau potable est de plus en plus compliqué, où les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et où l'accès aux ressources naturelles
est de plus en plus complexe. Donc on voit bien l'importance de l'infrastructure pour le fonctionnement de l'économie mondiale et de cette transition à l'économie verte. Donc la notion du long terme est ici centrale. Premier paradoxe, malgré ces besoins de financement qui sont assez importants, juste un chiffre que développera Abderrahmane par la suite, dans les pays émergents et en transition, aujourd'hui, il y a 500 milliards de financements qui manquent, qui ne sont pas assurés. 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Près de 900 millions n'ont pas accès à l'eau potable. Et pourtant, le monde n'a jamais été aussi riche. Pour utiliser un terme d'économiste, la monnaie banque centrale, créée par les banques centrales des pays occidentaux, dont les bilans ont été multipliés par 3, par 4, par 5 depuis la crise, est passée de 3 000 milliards de dollars en 2002 à environ 16 000 milliards en 2012. Multiplication par 5 en 10 ans. L'accès à l'argent, paradoxalement, en tout cas pour certains acteurs, n'a jamais été aussi facile. Alors que se passe-t-il du côté des pays émergents? Les fameuses réserves de change, l'épargne, le surplus des pays exportateurs de pétrole et de la Chine principalement. On est passé là aussi de 2 000 milliards à 10 000 milliards de dollars, multiplication par 5 en 10 ans. Donc on voit qu'il y a là un potentiel de capitaux et de liquidités indispensables au bon fonctionnement de l'économie, mais qui ne sont pas utilisés de façon efficiente. Ces réserves de change, que les économistes qualifient aussi de déséquilibres globaux, s'investissent principalement en bons du trésor américain, c'est-à-dire qu'ils financent plutôt la consommation américaine que l'investissement en infrastructure si nécessaire et si utile au bon fonctionnement de l'économie. Alors il y a là un paradoxe. Comment réussir à transformer ces capitaux abondants en investissements longs, durables et utiles au bon fonctionnement de l'économie? Quels sont les acteurs qui peuvent accomplir cette transformation? On pense tout de suite aux banques, mais sans parler des scandales à répétition dans lesquels ces banques sont empêtrées. Il faut savoir que les nouvelles réglementations et normes prudentielles font que ces banques s'orientent de plus en plus vers des actifs liquides, c'est-à-dire de court terme. C'est l'esprit de la nouvelle réglementation. On peut penser aux investisseurs institutionnels qui gèrent 65 000 milliards de dollars de façon professionnelle au niveau mondial. Mais une étude d'Oliver Wyman a estimé qu'à peine un dixième de ce montant pouvait être réellement consacré à du financement long terme. Pourquoi? Parce que les fonds de pension, les assureurs, n'aiment pas les incertitudes économiques. Et là aussi, des règles comptables, dites en mark-to-market ou valeur de marché, ou des règles prudentielles, font qu'on les oriente de plus en plus vers la préférence pour le court terme, vers la préférence pour la liquidité. Il reste les fonds souverains. Mais rappelez-vous de la une d'un hebdomadaire anglais bien connu d'il y a quelques années, qui s'intitulait « L'invasion des fonds souverains ». Les fonds souverains gèrent à peu près 5 000 milliards de dollars. C'est une option potentielle, mais aujourd'hui elle est rejetée politiquement. Il nous reste les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, pourquoi pas? Regardez ces statistiques. Les pays dits BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont des droits de vote au niveau de la Banque mondiale, malgré la réforme qui a augmenté leur part, qui sont à peine de 13%, contre 42% pour les pays du G7. À l'inverse, et c'est là juste un indicateur, c'est pas peut-être le meilleur, mais c'est un reflet de la puissance financière quelque part inversée de ces pays émergents versus G7, là, on a les pays qui détiennent 13% de droits de vote et qui ont 41% de réserve de change. Donc on comprend qu'il y a une difficulté à canaliser cet excédent de ressources financières, liquides, vers les besoins fondamentaux de l'économie. Alors, où est la solution? Je regardais ce matin rapidement, en prenant mon train de Paris, la une de Marianne. Et la une de Marianne, c'était « Les 50 acteurs responsables de la crise sont encore là ». Et en dessous, pire, on leur demande même de trouver des solutions à la crise. Alors, est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce qu'on peut résoudre des problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés? On part d'un constat très simple. La crise est mondiale, les crises sont mondiales, sont très graves, et pourtant, les solutions proposées sont toutes locales, ou dans le meilleur des cas, régionales. Comment résoudre un problème mondial avec des solutions locales? On voit bien qu'il faut réinventer, repenser le mode de financement de l'économie mondiale avec une solution globale, coordonnée et innovante. C'est Jen.
Alors, on parle d'innovation, effectivement, la crise est tellement sérieuse. Pour rebondir sur la citation d'Albert Einstein, il faut casser un petit peu le système, apporter une solution innovante. Alors, on a eu l'introduction hier de l'iPhone 5, je ne sais pas si vous avez suivi. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. C'est le Sustainable World Fund, qui n'a pas la prétention d'avoir les fonctionnalités de l'iPhone. Enfin bon, SWF, avec un petit jeu de mots sur les fonds souverains, qui a vocation donc à être une institution nouvelle pour l'idée les changements nécessaires à la résolution des crises dont on parlait tout à l'heure. Une solution globale et innovante. Alors vous allez me dire, un véhicule de plus, il y a la Banque mondiale, il y a toutes les associations, les institutions multilatérales, les fonds de pension, etc. En plus de ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a 4 caractéristiques qui expliquent pourquoi ce fonds ou cette entité est spécifique et pourquoi, à notre avis, c'est une solution idéale pour essayer de résoudre les problèmes. Le premier élément, ou la première caractéristique principale de ce SWF, c'est la focalisation quasi exclusive, en tout cas principale, sur le long terme. Alors un petit peu à l'image de notre ami prisonnier qui apparaît sur la photo, le SWF va se focaliser essentiellement sur le long terme pour essayer justement de résoudre le court-termisme qui a été vraiment, dont on note l'accélération sur les 10 dernières années et qui empêche les investissements productifs, infrastructures notamment, de se réaliser. D'ailleurs, on pense parfois qu'il y a un lien forcément entre le capitalisme et cette accélération du court-termisme. Pas spécialement, puisque l'un des pontes du capitalisme, Warren Buffett lui-même, ou donne le conseil suivant: n'investissez dans une action que si vous êtes confortable de la détenir si les marchés devaient fermer pendant 10 ans. Donc il y a vraiment un effet de ce SWF de rétablir cet investissement à long terme et d'entraîner dans sa foulée un certain nombre d'investisseurs. On va revenir dessus. Un petit exemple rapide là-dessus, si on prend par exemple la transmission électrique, pour refaire un petit clin d'œil au blackout indien, la transmission électrique, ça requiert des investissements souvent de 10 à 15 ans, qui plus est en monnaie locale. Très peu d'institutions peuvent le faire aujourd'hui. Donc première caractéristique de ce SWF, focalisation sur le long terme. Une deuxième caractéristique fondamentale également, c'est une parité entre économie émergente et pays développés. Comme le montrait mon collègue tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de liquidité, pourtant cette liquidité a du mal à se débloquer. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est le manque de représentativité des pays qui finalement ont du cash dans un certain nombre d'institutions. Il y a eu des tentatives de réforme, ça a été très laborieux, et c'est vraiment des réformes qui sont marginales. La création de cette nouvelle entité, avec une gouvernance adaptée, visera à rétablir une parité emerging développée, qui se retrouvera d'ailleurs au niveau de l'actionnariat, mais au niveau également du déploiement de ce cash. L'institution aura vocation à investir à peu près à moitié entre économie développée et économie en développement. Une troisième caractéristique importante de ce SWF, c'est d'essayer de s'affranchir un petit peu de certaines réglementations. Alors c'est un petit peu polémique ce que je vais dire, puisque tout le monde dit l'environnement financier a besoin de plus de réglementation. Je passe sur BAL 3, Solvency 2, des termes techniques qui finalement n'intéressent pas grand monde, je pense, ici. Et donc le SWF, finalement, se régulera lui-même, mais ne va pas adopter toutes ces réglementations qui finalement ont également des effets pervers. Sans parler du fait que toute réglementation a vocation à être contournée facilement. Bon, petit exemple dans la vie pratique ici. Du coup, il y aura très peu de réglementation pour ce SWF, une gestion des risques bien entendu rigoureuse, mais plus de marge de manœuvre pour investir sur des classes d'actifs différentes et encore une fois retrouver cette perspective long terme. Une quatrième caractéristique et la dernière, ça va être une focalisation importante sur l'économie positive. Bon, c'est bien entendu le thème de ce forum. Le SWF investira de manière très importante sur cette économie positive. Quelques exemples ici, le transport, tout ce qui est green transportation, l'agriculture. Alors l'agriculture, il y a quand même des chiffres marquants. Savez-vous quel pourcentage de la production agricole africaine n'atteint jamais le consommateur final ? 10%, 15%, plus de 30%. Si ce chiffre était ramené à 5%, le problème de la famine en Afrique serait quasiment résolu. Il y a un certain nombre d'investissements qui, encore une fois, requièrent une perspective long terme, qui pourraient être faits et qui ne sont pas faits.
bien entendu les énergies renouvelables. Et donc il y aura un focus très important au niveau de ce SWF sur l'économie positive. Alors on parle de l'Afrique, on parle de l'Inde, vous allez me dire oui d'accord, mais bon, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Inde, c'est bien d'aider les autres, mais enfin bon, aidons-nous nous-mêmes, ce sera déjà pas mal. Alors c'est un élément important bien entendu, et je vous soumets cette équation. Je vous rassure, j'ai bu de l'eau minérale, pas bu d'alcool à midi, et je vous soutiens que cette équation est correcte. Alors, que veut-elle dire ici? 500 milliards, c'est les besoins de financement sur les économies émergentes par an, en théorie sur les prochaines années. Si ce montant d'investissement est réalisé, ça va générer des exportations de 175 milliards sur les économies développées, et ça créera également 3 millions d'emplois sur ces économies développées. C'est les chiffres de la Banque mondiale 2012. 3 millions d'emplois, c'est à peu près les 2/3 des chômeurs en France aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, bon. Alors maintenant, est-ce que ce fonds génère de l'argent? Parce que finalement, s'il n'y a pas d'argent généré, les gens ne vont jamais investir. Alors, je pensais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, que finalement, développement et profitabilité étaient antinomiques. Je travaille depuis 5 ans dans un fonds d'investissement à Abu Dhabi. J'ai mis en place une équipe, et dès qu'on me contactait pour un projet d'énergie éolienne, de l'agriculture bio en Australie, des panneaux solaires en Inde, très honnêtement, je refusais les rendez-vous, ou j'accordais très peu de temps. Bon, en bon vautour de la finance, j'étais formaté. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui lançait un fonds d'investissement focalisé sur la green economy. J'étais obligé de le voir, hein, c'est pour ça que je l'ai vu. Et finalement, il a réussi à changer ma perception, tant bien qu'aujourd'hui, la plupart des projets que je regarde et qui sont les plus intéressants, j'ai 2 cas concrets que je suis en train de regarder aujourd'hui, sont dans la green economy et représentent des retours sur investissement supérieurs à l'économie non green, on va dire. Un autre exemple très rapidement ici, qui illustre un petit peu le fait que l'économie positive et pas forcément non rentable. Bien entendu, parfois c'est le cas, mais un petit exemple très rapide. Je ne sais pas si vous connaissez la société Interface. C'est une société qui a été créée dans les années 70 par ce monsieur, Ray Anderson, et qui est devenu, en l'espace de 15 à 20 ans, le leader mondial des tapis modulaires. Bon, ce genre de petits tapis qui s'incrustent les uns sur les autres. Il a été catalogué comme le pollueur de l'année aux États-Unis pendant pas mal de temps. Et à force de critiques, il s'est dit un jour, peut-être que je vais regarder. Alors je passe rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais en gros, il est devenu de société la plus pollueuse aux États-Unis à un exemple de non-pollution en changeant complètement, en opérant un virage à 180 degrés au niveau de son appareil de production, de la gestion de ses ressources, etc., qui a résulté non seulement en ces récompenses, on va dire, auprès de la communauté américaine, mais une augmentation en 12 ans des ventes de 70%, un doublement des profits, et finalement un impact financier très important. Voilà, juste un petit exemple de la vie pratique. Alors pour conclure, nous espérons vous avoir fait partager notre conviction qu'une autre conception de la finance est non seulement possible, mais nécessaire. Nécessaire pour réformer le capitalisme en le rendant plus patient, nécessaire pour réformer le mode de gouvernance mondiale en le rendant plus équitable. Sortir du statu quo ne dépend pas seulement des leaders mondiaux, il dépend de nous tous, dans nos actes de consommation, nos décisions d'investissement, et peut-être surtout notre rapport au temps. Dans notre rapport au temps, nous devons introduire plus de vision à long terme. Un fonds souverain mondial et durable, axé sur le financement des biens publics mondiaux, avec un horizon d'investissement intergénérationnel, pourrait aider à atteindre cet objectif. On vous remercie infiniment pour votre temps.